On a le plaisir de recevoir deux représentants de deux maisons d'édition alternatives. Guillaume Gauhain, fondateur de Bibliocratie. Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Alors Guillaume, si j'en crois le site flambant neuf que sur la toile, vous promettez rien de moins qu'une révolution textuelle. Tout à fait, elle est en marche. Elle est en marche. À côté, en face de vous, Sandra Di Silvio. Sandra, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur chez Edilivre. Alors Sandra, combien d'ouvrages avez-vous commis pour le moment ? Alors, j'en ai commis deux nouvelles, et ça va, ça suit son petit bonhomme de chemin, ça se vend. Super. À la technique, on a le fidèle Arthur. Arthur, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, mais non pas des moindres, j'ai à côté de moi Émilie, qui a préparé avec moi l'émission, avec qui on s'est posé à peu près 3000 questions sur le sujet. Alors je vous rassure, on ne vous les posera pas toutes. Je sais que vous avez des trains à prendre, respectivement pour Paris, pour Namur. Mais on va commencer d'entrée de jeu. Alors Émilie, je te laisse la parole. Oui, on va commencer par une présentation, si vous le voulez bien. Vous, Sandra Di Silvio, en tant qu'auteur, pourriez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours et comment vous êtes arrivé à vouloir être édité chez Edilivre ? Mais tout d'abord, j'ai parlé un peu d'Edilivre avant de parler de moi-même. Donc, pour rejoindre un peu Guillaume sur le côté d'aider des jeunes auteurs, Edilivre a été créé en 2007 par David Stud, qui avait l'idée justement de lancer tous ces auteurs qui étaient un peu rejetés par les maisons d'édition à compte d'éditeurs classiques. Mais il ne voulait pas rentrer non plus dans le système de compte d'auteur, donc c'est-à-dire à compte participatif où le jeune auteur qui vient de sortir son manuscrit a plein d'espérance et il est attiré par diverses maisons d'édition, mais qui leur demande une certaine somme d'argent pour pouvoir être publié. Donc ce n'est pas ce que Edilivre voulait faire. Edilivre publie aussi un peu tout le monde et à partir de là, lui offre des possibilités d'être sur diverses plateformes comme chapitre.com, Amazon, répertorié dans diverses librairies, mais aussi participer à des salons. Seulement, le plus, c'est que, évidemment, l'auteur est édité, mais s'il veut un peu plus de publicité ou une bande-annonce pour son livre ou être sur e-books ou autre, pour pas citer de marque, là, à ce moment-là, on lui demandera une petite participation. Mais c'est à libre choix. À la base, il est édité complètement gratuitement et puis il doit lui-même faire un peu sa communication et se vendre auprès des libraires. Voilà un peu l'idée d'Edilivre qui a débuté en 2007. Aujourd'hui, en 2014, ils sont plus de 6000 auteurs, donc de plus en plus d'auteurs s'affilient à Edilivre et il est vrai que ça fonctionne de mieux en mieux et qu'en général, les auteurs sont ravis. Voilà un peu pour situer Edilivre. Maintenant, pour ma part, en tant qu'auteur, je me suis heurtée à pas mal de portes et j'avais envie d'être publiée, en tout cas pour pouvoir offrir à mes amis, à la famille, la possibilité de lire un premier ouvrage et peut-être par la suite de m'améliorer et d'être aussi d'avoir quelques critiques qui sont toujours bonnes à prendre. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, Edilivre était une opportunité. Et depuis lors, j'y suis restée parce que je vois que ça fonctionne très bien, que la collaboration entre nous deux fonctionne et on verra par la suite. Mais voilà, pour le moment, je suis satisfaite. En quoi, par exemple, Bibliocratie ou Edilivre se démarque d'auto-édition en tant que tel, un auteur qui s'auto-éditerait lui-même sans intermédiaire. Alors ici, nous, on ne demande rien au lecteur, on commande à la demande. Donc, il n'y a pas de chiffre d'achat à la base. Et donc, non, il n'y a pas de compte participatif à la base, c'est-à-dire que tout livre est publié et est sur toutes les plateformes d'achat, comme je disais, Amazon, chapitre.com, et l'auteur peut acheter lui-même son livre ou alors via le site Edilivre, mais à la demande, sans participation aucune. Maintenant, comme je disais précédemment, effectivement, s'il veut une bande-annonce ou s'il veut être en format numérique, il devra également investir, mais il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation au début, ni dans le contrat, ni après. Donc, on peut très bien publier un livre entièrement gratuitement et à la demande du lecteur. Donc, il n'y a pas d'obligation d'achat non plus du lecteur. Okay. Voilà, c'est un peu comme on veut. Maintenant, pour les droits d'auteur, ici, chez Edilivre, on est à 12%.
Donc c'est vrai, c'est pas énorme. On ne se fait pas. Le but de l'auteur n'est pas ici de vraiment remporter énormément d'argent sur son livre, mais il faut pouvoir voir aussi que d'un côté on a un éditeur qui édite gratuitement et parfois, il faut l'avouer, il n'y a pas toujours que des livres bons non plus. Parfois c'est personnel. Voilà, c'est simplement un recueil qu'on a envie de donner et de partager. Donc 12%, c'est pas grand-chose, mais je trouve cela suffisant pour un début. C'est-à-dire très concrètement qu'il y a des auteurs qui peuvent publier en tout et pour tout 3 livres. Ils peuvent, oui. Ils peuvent. Pas de minimum. Il n'y a pas de minimum, et ils ne sont pas obligés d'investir pour ces 3 livres. Ils peuvent tout simplement, voilà. Et ils seront reçus par les lecteurs désirant d'avoir ces livres. Donc le reste, l'investissement de l'auteur n'est purement que promotionnel, mais encore la promotion au niveau d'un communiqué de presse est gratuite, la promotion au niveau des salons, des inscriptions dans les salons de livres et de foires de livres est gratuite également. C'est simplement pour pouvoir avoir une bande-annonce, comme je disais, ou alors une interview vidéo qui pourrait être installée, enfin qui est mise sur YouTube par exemple. Et donc là, effectivement, on demande une participation. Je voudrais juste une petite précision parce que justement, moi, je suis en train de regarder où est-ce que je pourrais publier mon livre qui est en cours en ce moment. Un livre sur une thématique très particulière. Ce n'est pas un roman, c'est pas un recueil de photos. C'est bref, passons là-dessus. Et j'aurais aimé savoir les démarches à suivre. Enfin, est-ce que, justement, de mon fichier Word, je vous l'envoie directement en email? Comment ça se passe étape par étape si je veux publier chez vous? Alors chez Edilivre, effectivement, vous pouvez l'envoyer par mail en format Word, en PDF, donc en fonction de ce que vous avez. Et vous allez recevoir une réponse en vous demandant d'être un peu patient durant 3 semaines, parce qu'il y a quand même un comité de lecture. Je dis pas qu'ils sont aussi sévères que dans les grandes maisons d'édition classiques, mais ils vont quand même voir si votre ouvrage est intéressant ou pas, s'il n'a pas trop de fautes d'orthographe, donc si ça peut être publié tel quel. Et donc 3 semaines après, vous allez recevoir une réponse de la maison d'édition et ceux-ci vont vous expliquer et vont vous informer grâce à un livre, enfin un petit guide d'auteur, pardon. Et le guide d'auteur va vous expliquer tout le cheminement avant que votre livre soit publié. Donc, ils vont prendre votre livre, ils vont le relire, puis ils vont vous envoyer la maquette et ils vont vous demander si cela vous convient. Si cela vous convient, vous envoyez votre bon à tirer. Sinon, vous la renvoyez corrigée et vous avez jusqu'à 3 bons à tirer avant que celui-ci soit définitif. Une fois que la maquette, vous avez envoyé votre bon à tirer, 1 mois après, votre livre sera publié. Mais sur quelle base vous vous basez? Enfin, sur quelle base vous dites ce livre est bon et ce livre n'est pas bon pour être publié? On va pas... Bon ou mauvais, on ne peut pas dire, parce que c'est subjectif, donc c'est comme l'art, on n'a pas à juger si c'est bon ou mauvais. Mais simplement, si le style maintenant manque un peu de travail, si le lecteur va pouvoir s'y retrouver, mais ils vont vous répondre gentiment en disant retravaillez peut-être un peu l'écriture, mais voilà. Pour le reste, l'idée ou le contenu vous est propre et donc va être publié, enfin peut être publiable, on va dire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu, on a déjà abordé un peu, mais plus en profondeur sur les à côté du livre. J'y pense, là j'ai votre livre, Sandra Di Silvio, Le paradoxe de l'homopotence entre les mains, donc publié par Edilivre. Et donc tous ces à côté, hors le document Word sur l'ordinateur, donc c'est-à-dire la couverture, le 4e de couverture, la mise en page, la relecture, l'orthographe, etc. Est-ce que, peut-être très concrètement, nous raconter comment ça s'est passé spécifiquement pour cet ouvrage? Alors pour cet ouvrage, en fait, la correction, tout cela a été fait par moi et par des amis. Donc j'ai demandé à une amie qui fait justement de la traduction, donc de s'occuper du côté orthographe. Puis de l'autre côté, j'ai demandé à une autre personne de s'occuper du côté du style. Et donc Edilivre n'ont rien fait à ce niveau-là, à part donc la première lecture du comité de lecture. Par la suite, c'est une amie à moi, Virginie Delaby, qui est photographe,
photographe qui s'est occupé de la couverture. Et donc, effectivement, Edilivre, à la base, fournit une couverture propre à eux. Et si maintenant on veut imposer une image, il y a une petite participation, mais de pas grand-chose du tout. Et là, ça a permis non seulement de mettre la couverture que je voulais, mais également de faire un peu la publicité d'une autre artiste, donc d'une photographe amie à moi. Mais sinon, voilà, c'est tout. Là, le reste, ils se sont occupés du reste et je n'ai rien dû faire. Qu'à peut-être en faire un peu la promotion et la publicité. Maintenant, pour revenir un peu à ce qu'on disait au niveau de l'achat et du prix de vente, faut savoir qu'effectivement il y a 12% sur l'achat au niveau des libraires et au niveau maintenant du site et des livres, mais je peux moi-même les vendre et là de voir un petit peu le prix que je demande, parce qu'en fonction du nombre de livres que je vais moi-même acheter, et des livres m'offre un pourcentage aussi. Donc, je peux avoir jusqu'à 60%, 40%, 20%, suivant le nombre de livres que je vais acheter chez des livres. Donc, m'acheter moi-même mes livres et les revendre ensuite. D'accord, mais alors le coût de revente, là, je regarde, donc derrière, je vois 17,50 €, c'est toujours 17,50 €. Non, sur le site, ce n'est plus 17,50 € parce qu'ils offrent aussi des promotions. Donc là, maintenant, il est à 10%. Et moi-même, quand je le vends, je l'annonce moins cher. Donc là, c'était la première parution qui était en mai 2013, mais il a diminué depuis lors. Donc sur tous les sites Amazon, chapitre.com et Edilivre, il est moins cher. Donc en fonction du temps, il diminue aussi en fonction des ventes. Et un format, donc il y a le format numérique, mais également Edilivre offre aussi complètement gratuitement un format, on va dire PDF, qu'ils vendent et qu'on peut partager gratuitement si je le veux. Je peux acheter mon format PDF et puis ensuite le revendre à d'autres, ou le donner à d'autres et le partager sur mon site. J'aimerais savoir, un peu avoir une idée des chiffres, combien vous recevez de souscriptions par semaine, par mois, et est-ce que vous avez vraiment le temps de lire tous les ouvrages proposés et d'assurer un traitement pour tous ? En 2 mots, chez Edilivre, 6000 auteurs. Donc ça représente quand même énormément. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Maintenant, au niveau de la maison d'édition, ils s'agrandissent de tous les jours aussi. Donc les salariés, il n'y a pas de bénévolat, donc des salariés. Donc ça s'agrandit tous les jours. Effectivement, c'est beaucoup. Mais malgré tout, c'est très personnalisé. C'est ça qui est un petit peu étonnant. On se demande comment ils s'en sortent et comment ils travaillent pour pouvoir s'occuper de chaque livre, de chaque personne, de chaque demande d'auteur. Parce que il est clair que, pour avoir fait le mien, je voulais telle couverture, je voulais que l'on inscrive ceci sur mon 4e de couverture. Donc, ça a été beaucoup de communication entre les deux. Donc, 6000 auteurs, c'est beaucoup, effectivement. Là, j'avais peut-être une dernière question. Imaginons que Sandra... Est-ce que vous avez pensé à être édité dans une autre maison d'édition classique, dite classique, maintenant que votre livre est paru et vous connaissez une certaine notoriété ? Tout à fait, c'est un peu oui, oui. Pour être honnête, j'aimerais bien parce que c'est beaucoup d'implications. J'allais revenir aussi sur le fait en tant qu'auteur. Là, je représente la maison d'édition, mais aussi en tant qu'auteur, c'est vrai que c'est beaucoup de travail pour pouvoir être sur les différents réseaux sociaux, se faire connaître auprès des libraires. Ça, c'est une implication qui est totalement personnelle. Et il est vrai qu'un éditeur classique nous aide également énormément parce qu'il y a aussi un attaché de presse qui est là derrière. Et le fait de devoir faire ça seul, en plus de son travail de tous les jours, c'est pas évident. Donc oui, j'aimerais bien être édité par un éditeur classique, mais connaissant tout le cheminement et voyant qu'Edilivre est quand même très présent et nous aide pour pas mal de choses, mais je suis restée fidèle à eux, oui, effectivement. Et comment ça se passerait au niveau de vos droits d'auteur ? Alors les droits d'auteur, on a signé un contrat pour 2 ans. Donc voilà, pour le moment, mes droits sont chez Edilivre. En fonction maintenant, donc je touche effectivement les 12% par livre. Si maintenant, admettons que le livre se fasse connaître par un cinéaste ou autre, mais là, il y a un partenariat avec Edilivre de 50%. Donc sur le contrat, il y a pas mal de choses qui sont expliquées. Mais là, je suis tenue par eux pour 2 ans. Maintenant, je peux très bien casser le contrat si je le veux. Donc, je peux très bien partir avec mes droits.
On voudrait savoir qui sont les auteurs qui font appel à vous. Parce que maintenant, à l'heure du numérique, à travers les multiples plateformes d'expression libre, de nombreux écrivains, journalistes, auteurs en herbe publient pour le plaisir. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un fantasme envers l'objet papier qui est le livre ? Il est vrai que de recevoir son livre, de l'avoir en main, de le palper, de le toucher, oui, c'est vrai que c'est un certain fantasme que de l'avoir simplement en numérique et de le partager. Il est clair que le premier jour où j'ai reçu ma petite enveloppe avec le livre à l'intérieur, je l'ai regardé, je l'ai feuilleté, je l'ai mis si je peux me permettre, dans toutes les positions, je l'ai photographié aussi. Donc non, c'est vrai que c'est un plaisir de pouvoir recevoir son livre et de revenir comme ça à ce qu'on avait peut-être parfois un peu oublié, au livre papier qui reste un incontournable. On est d'accord, mais je voulais quand même vous poser cette question de votre rapport avec le numérique. Enfin, votre rapport, je parle de bibliocratie et d'édilivre. Là, on s'éloigne 2 secondes de l'auteur pour revenir dans les supports, en fait. Est-ce que l'auteur a la possibilité de publier sur le sacro-saint papier qui sent bon et qui se feuillette et en même temps sur une plateforme tablette numérique ? Alors chez Edilivre, il le propose. Donc effectivement, mais c'est un peu en phase de test, vu que c'est une option. Donc il propose d'être sur différentes plateformes, comme Kindle, donc de chez Amazon, mais c'est plus connu en France, je pense, qu'en Belgique. On n'est pas encore au format des liseuses, à part les à la pomme. On a l'iPad, l'iPhone, mais c'est un peu plus connu en France. Donc il y a aussi sur le format de Orange et le format e-books. Mais c'est une option. Donc là, l'auteur doit participer pour pouvoir être mis en format numérique. Et ce qu'on peut voir, effectivement, c'est que les auteurs ne sont pas demandeurs. Donc, ils restent encore au format papier. Donc, ça n'a pas encore une énorme emprise pour l'instant. Mais on laisse le choix quand même de pouvoir choisir si on veut son livre en format numérique ou pas. Il y a aussi l'occasion de l'avoir en PDF. Donc là, c'est entièrement gratuit. Mais encore une fois, même en l'ayant moins cher gratuitement, on voit que l'auteur n'est pas intéressé et préfère avoir son livre en main. Si on revient à l'auteur un petit peu, c'est vrai que les options que vous proposez, c'est très séduisant. Et puis on se demande finalement ce qu'une maison d'édition classique peut apporter de plus. Il y a 2 gros plus dans une maison d'édition classique. C'est l'espèce de machine promotionnelle énorme, 2, leur réseau de distribution généralement assez énorme aussi. Dans le cas de l'édition auto-publication, allez, appelons-le comme ça, l'auteur est un petit peu obligé de se vendre lui-même. Il doit être beaucoup plus entreprenant. Et on se demandait, lors de notre gros débat avec Émilie, si au final, c'était pas un petit peu malsain de mettre l'auteur dans cette position de devoir quémander des votes à des amis Facebook ou en parler autour d'eux, avoir une position peut-être pas toujours évidente dans les foires du livre, les salons, etc. Est-ce que finalement, c'est le rôle de l'auteur de se vendre ? Que ça permet l'implication personnelle, permet aussi de rencontrer directement le lecteur et d'avoir un peu la température, de connaître réellement ce qu'on pense de son livre et donc de voir aussi comment l'auteur va le présenter. Parce que c'est vrai que rester terré chez soi et attendre que cela se vende sans le biais d'Internet, des réseaux sociaux et de pouvoir soi-même bouger, rencontrer les libraires aussi, de voir un petit peu ce qu'eux en pensent, ce qui fonctionne, comment ça va être perçu par le public. L'auteur se remet aussi un peu en question et peut là voir la réalité en face. Et moi, je trouve que c'est plutôt positif que d'attendre. Moi, voilà, j'ai écrit un livre et maintenant j'attends que ça se vende. Et non, ça marche pas comme ça. C'est mieux de rencontrer son public et c'est gai. C'est bien d'avoir des retours, d'avoir sur son Facebook des retours de lecteurs, de voir combien de j'aime. Enfin, voilà, il faut s'adapter aussi à ce que l'on nous donne aujourd'hui. Et donc, Internet, les réseaux sociaux, la communication, elle est là, elle est présente et il faut s'en servir. Sur le site d'Edilivre, on voit un fort appui sur la collaboration entre les auteurs.
et la promotion des auteurs par un autre auteur. Est-ce que vous, en tant que représentante des délivres en Belgique, vous avez remarqué ça, ou vous pourriez un petit peu nous en parler Alors en fait, Edilivre ont créé des clubs auteurs. Donc chaque région de France se réunissent 2 fois par mois entre auteurs de la région Île-de-France par exemple ou la Picardie. Et ici, on n'a que la Belgique. C'est déjà pas mal. Donc on est déjà beaucoup. Et donc on se réunit 2 fois par mois où on partage nos impressions, de voir comment les livres ont été reçus. On s'échange les livres également. Donc chaque auteur donne un de ses livres et prend celui de l'autre pour pouvoir un peu voir ce que nos amis ont écrit. Et ensuite, effectivement, on essaie de s'entraider. Donc voilà, moi par exemple, je me suis liée d'amitié avec 3 autres auteurs et on s'entraide dans le sens où on va ensemble chez le libraire pour vendre nos livres et donc leur proposer le livre en tête de gondole. On participe à des salons ensemble. On crée des événements également ensemble où on donne l'occasion aux lecteurs de venir avoir une dédicace. Mais également, grâce à certaines Français, donc mes amis de France, ça me permet aussi d'être invitée à leur salon. Donc oui, il y a vraiment une collaboration entre tous les auteurs et des livres. Je pense une certaine solidarité à se dire, voilà, on est tous logés à la même enseigne, on sait que c'est pas facile, on est des jeunes auteurs, on veut se faire connaître, donc aidez-nous. Voilà, c'est un peu le mot d'ordre. Et c'est important parce que je pense que justement dans les grandes maisons d'édition classiques, ils n'ont pas toujours l'occasion de se rencontrer. Parfois, ils sont... je ne critique pas, mais chacun a un peu son ego. Chacun a écrit son best-seller et n'a peut-être pas envie de le partager avec l'autre ou d'être solidaire comme nous, on l'est. C'est drôle que vous parliez d'ego parce que pour moi, le fait d'être en auto-publication, au contraire, ça pourrait vouloir dire aussi que l'ego est encore plus surdimensionné. C'est-à-dire que non seulement on a pondu, on a commis une œuvre, et en plus on n'accepte pas qu'elle soit retouchée par quiconque. C'est-à-dire une maison d'édition classique, par exemple, qui va relire, ordonner des changements, etc. Là, c'est à prendre ou à laisser comme ça livrer. Donc finalement, l'ego de l'auteur est peut-être encore plus exacerbé dans ces cas-là. C'est à double tranchant, effectivement. Il y a des auteurs qui n'acceptent pas la critique, mais en général, les auteurs qui ont un problème avec leur ego et un problème de critique, ils sont, comme on parlait de ceux qui se terrent un peu chez eux, donc il n'y a pas énormément de ventes. Je vais parler personnellement parce que je viens ici surtout en tant qu'auteur. La première fois que l'on partage son livre et qu'on donne la possibilité à sa famille, aux gens autour de le lire, on a un peu cette crainte de dire voilà, comment ça va être perçu. C'est vrai, il y a personne d'autre qui l'a lu à part moi ou à part 2-3 correcteurs. Et à ce niveau-là, il faut accepter de dire c'est pas mal ou j'ai bien aimé ou voilà, mais moi je prends ça plutôt positif. Mais il est clair qu'il existe des auteurs qui ne veulent pas du tout que l'on juge leur livre. Moi j'ai accepté qu'une amie par exemple s'occupe de l'orthographe, qu'une autre parle du style, sans toucher au fond de mon livre. Mais voilà, ceux qui sont très égocentriques en général ils restent chez eux cloîtrés et ils vendent 3 livres à la mémé, à la sœur et à tous ceux qui les aiment entre guillemets, mais bon, ils ne vont pas beaucoup plus loin. Guillaume Gohain de Bibliocratie, merci. Sandra Di Silvio de Edilivre, merci aussi.